Monsieur Miraeli. Bonsoir. Bienvenue à l'ICEP. Merci. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, permettez-nous de vous présenter brièvement. Vous êtes israélien d'origine, naturalisé français. Vous vivez en France depuis maintenant 20 ans, un pays pour lequel vous professez ouvertement votre affection et votre reconnaissance. Vous êtes docteur en histoire, journaliste et directeur de la publication Causeur, que vous fondez en 2007 avec Elisabeth Lévy et François Miclot. Vous venez ce soir pour parler des alliances historiques d'Israël. Mais d'abord, une question au sujet du site et magazine Causeur. Votre publication se revendique comme un salon de réflexion, pluraliste aux tendances polémiques, notamment avec son slogan « Surtout si vous n'êtes pas d'accord ». Lors de sa création, quel était le manque que vous veniez combler dans la presse? Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, la vision est-elle toujours fidèle à l'intention initiale? Il y avait plusieurs points que je pense appeler notre offre médiatique. Tout d'abord, il y a un problème en France, au moins depuis les années 70, c'est que pour beaucoup, le métier de journalisme n'est pas un métier intellectuel, mais je dirais la continuité de la politique avec d'autres moyens. Donc pour être un peu dans la caricature, pour nous, d'abord, le journaliste, c'est quelqu'un qui, comme les chercheurs à l'université en principe, il est au service de la vérité à son niveau. Il a sa place sur la chaîne alimentaire intellectuelle, mais il ne sait pas, il essaye de savoir, il essaye de partager et de rendre accessible son savoir. Tandis qu'en France, à partir des années 70, ce n'est pas 68, les temps que les gens arrivent dans la presse après avoir fait les études de sociologie et de militer, etc., les écoles de journalisme, les médias en général, jusqu'à aujourd'hui, préparent des gens qui savent et qui utilisent la presse pour arriver à ces mondes merveilleux vers lesquels on avance tous ensemble. Donc là-dessus, il y avait déjà une vision de ce que c'est que le métier de journaliste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion, à la défendre. Mais, comme dit notre baseline, on cherche aussi le meilleur de nos adversaires pour avoir un véritable débat. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la justice est faite dans le cadre d'un débat contradictoire. Et ça veut dire aussi que même si on a une opinion, on n'est pas propriétaire d'une vérité, comme certains de nos adversaires qui représentent une vérité révélée et qui propagent. Nous ne sommes pas les prophètes d'une religion. Nous pensons savoir certaines choses, mais nous ne sommes pas des détenteurs de la vérité. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. La deuxième chose, je vais m'arrêter là, c'est que pour nous, le débat, disons que les limites de ce qui était considéré comme légitime dans le débat public en France étaient trop étroits pour nous. On l'avait vu pour tout ce qui concerne l'islam, l'immigration, l'affiliation, etc. Sans entrer dans le débat sur la question qui a raison et qui a tort, certaines opinions étaient considérées comme non légitimes. Et certaines voix étaient considérées comme n'ayant pas droit aux paroles dans l'espace public. Donc parfois, pour faire joli et pour dire qu'on invite tout le monde, on invitait quelqu'un en espérant le dérapage, et même s'il n'y en avait pas, on a fabriqué quelque chose pour montrer à quel point c'est monstrueux, rétrograde, etc. Et donc là-dessus aussi, peu importe quel est notre avis, on essaye de faire entendre toutes les voix et de faire en sorte que ce sont les arguments qui soient présentés dans un débat contradictoire. C'est pas sûr qu'on y arrive toujours, mais c'est notre phare. C'est là où on essaye d'arriver. Donc pour le bilan, je pense que les débats, certaines opinions sur les sujets que j'ai cités, peut-être pas sur la procuration, etc., mais sur les questions de l'immigration et de l'islam, je pense qu'on ne peut pas nier que ce qui était considéré comme des extrêmes dangereux et honteux, c'est presque aujourd'hui le mainstream. Donc, je ne dis pas que c'est nous, uniquement nous, il y a d'autres personnes qui ont fait des choses, mais ça veut dire qu'on faisait partie d'un mouvement de fond qui était dans le bon sens. Et voilà, donc je peux dire qu'on a porté notre pierre à cet édifice.
Il y a 2 ans, M. Trump a choisi de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Et vous disiez de cet événement que c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ce geste est-il resté purement symbolique ou a-t-il été suivi par des renforcements concrets dans la relation entre les États-Unis et Israël? Au niveau symbolique, l'alliance est plus forte que jamais. Concrètement, le problème avec Donald Trump, c'est que ce qu'on peut lire de sa politique, ce qui n'est pas toujours facile, c'est 2 choses. D'abord, qu'il se tourne de la région de l'Europe et du Moyen-Orient vers l'Orient, vers la Chine, le Japon, etc. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup en Israël, parce que même si les relations ne sont pas fondées uniquement sur les intérêts, il y a un substrat idéologique, une dimension religieuse très, très forte dans l'alliance entre Israël et les États-Unis. Les intérêts comptent. Et l'effet que les États-Unis, ça commençait déjà avec Hillary Clinton et Barack Obama, tournent son attention de la région, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. 1. 2. La manière dont les États-Unis traitent ses amis et ses alliés est un mauvais message. Alors, on peut tout à fait critiquer l'OTAN, critiquer l'Europe et penser que les États-Unis payent trop, mais la manière dont les alliés traditionnels des États-Unis étaient traités verbalement, les manières dont il a parlé de l'OTAN et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ça fait un petit peu peur chez les alliés et les amis des États-Unis aujourd'hui. Et là aussi, Trump n'a rien inventé. Les Américains ont une longue histoire. On pose juste tout le monde dans la tête cette image de ces hélicoptères sur le toit de l'ambassade des États-Unis à Saigon. C'est l'image j'imagine qu'il y a beaucoup d'Israéliens aujourd'hui dans la tête. Alors, pour rester dans le monde anglo-saxon, il semble important d'évoquer le cas du Royaume-Uni, qui a été à l'initiative, à travers l'ONU, de la création de l'État d'Israël en 1948. On constate aujourd'hui que la vision d'Israël est particulièrement dégradée chez les Britanniques. Quels sont, selon vous, les facteurs principaux de cette évolution? J'irai encore plus loin dans le temps. Ce sont les Britanniques qui sont responsables du succès du mouvement sioniste. Avant même qu'il y avait des sionistes juifs, il y avait des sionistes chrétiens britanniques. Ça commence au tout début du 19e siècle. Et des décennies avant le début du mouvement sioniste, et encore plus avant le début d'une réflexion politique et l'élaboration d'une stratégie concrète, déjà en Angleterre, des cercles de l'élite, même gouvernementale, élaborent des projets, prennent contact avec les Turcs et même financent des voyages et des études, et il y a des plans, des dossiers, parce que dans leur vision, Jésus va venir quand tous les Juifs seront concentrés dans le terre de leurs ancêtres, et à ce moment-là, ils vont tous se convertir à cette version de christianisme, et c'est à ce moment-là qu'arrivera la fin de l'histoire et le Messie, etc. Et donc, ils ont commencé concrètement à œuvrer là-dessus. Donc, il y a une énorme dette de mouvement sioniste vers ce sionisme chrétien, dont le point d'orgue était la déclaration de Balfour en novembre 1917, et je vais en parler, j'aurai l'occasion d'en parler plus tout à l'heure. Donc ça, pour mettre les choses en contexte, on parle de 2 siècles, on parle d'une dette qu'on ne peut jamais rembourser en quelque sorte vis-à-vis de la Grande-Bretagne. À partir des années 30, comme en 40 même, comme partout en Occident, notamment en France, mais en France ça s'est passé plus tard,
Israël a perdu ses alliés-là petit à petit parce que c'est rarement en bonne affaire d'être l'allié d'Israël. C'est toujours mieux d'avoir de bonnes relations avec les pays arabes. Et ce n'est qu'au moment où cette logique a été brisée, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, que les choses commencent à changer, mais il y a encore des raisons idéologiques très profondes. On connaît ces idées qui viennent de la gauche, le sentiment de culpabilité vis-à-vis du tiers-monde, l'idée que la victime a toujours raison, aussi quelque chose d'assez pervers vis-à-vis des Juifs, parce que souvent la personne qu'on déteste le plus, c'est celle vis-à-vis de laquelle on est en dette. Et donc s'il y a un sentiment de dette morale, de culpabilité vers les Juifs, c'est très commode de dire « Ah, regardez, ils sont pires que les autres, etc. » Donc c'est pour cela que... Donc tout ça est en œuvre dans beaucoup de milieux en Occident. Et puisque la bonne politique était aussi d'être l'allié des Arabes, et dans longtemps, Israël a perdu de son... Et aujourd'hui, les mouvements tiers-mondistes, tout ça, et toute la logique de sans frontières, voient en Israël une anomalie, parce que c'est un pays national. C'est exactement tout ce que détestent ces gens-là. Un pays avec un noyau dur ethnique, un pays où faire partie de la nation et avoir la nationalité sont deux choses différentes, et ce sont des choses qui sont revendiquées. Donc c'est des choses que même en France sont impensables. Donc ça va vraiment à l'encontre de tous les projets progressistes qu'on connaît. Voilà, donc ça fait pas beaucoup d'amis. En France, justement, M. Macron a exprimé son rêve de paix face au conflit israélo-palestinien, son soutien pour l'État d'Israël, et a défini l'antisionisme comme une forme réinventée de l'antisémitisme. Ces mots s'inscrivent-ils dans la tradition politique française du XXIe, selon laquelle les leaders français s'expriment favorablement envers Israël, mais sont plus hésitants quant au passage à l'action, ou la politique de M. Macron est-elle conforme à ses propos ? Je ne sais pas exactement ce qui se passe, il n'y a pas d'informations, mais il y avait plusieurs moments dans les relations entre le mouvement sioniste et la France. D'abord, en quelque sorte, au moins dans la mythologie israélienne, le mouvement sioniste est né dans la cour, en janvier 1895, dans la cour de l'école militaire, quand le capitaine Dreyfus est dégradé. C'était un tel choc pour les premiers sionistes de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, pour lesquels Paris, c'était la Mecque. Il dit, mais si à Paris, ces choses-là peuvent se passer, il faut qu'on se barre. Globalement, c'est comme ça que les choses sont présentées. Et malheureusement, dans les livres scolaires en Israël, on ne reste pas jusqu'à la fin du film. Donc on parle beaucoup moins de la victoire des Dreyfusards que sur l'affaire de 94, 15, 16, etc. Donc très peu d'Israéliens savent que c'est finalement les Dreyfusards qui ont gagné, qu'il a été réintégré à l'armée, etc. Et que finalement, on peut dire aussi que si la France a dû vivre la tragédie des 40-44, ce n'étaient pas des éléments authentiques qui ont surgi de la société française. Il fallait, comme c'était le cas par exemple en Italie ou en Allemagne, il fallait la défaite et la conquête pour que certains éléments qui étaient marginaux jusqu'en 40 puissent faire leur œuvre. Et donc, tout ça a beaucoup d'influence sur le mouvement sioniste. Et les relations, à proprement dit, commencent pendant la Seconde Guerre mondiale, où les services, le deuxième bureau de Beyrouth a eu un grand succès. Ils ont mis la main, ils avaient une source en Syrie qui leur révélait les contenus de la correspondance diplomatique britannique. Et donc à partir de début de 1943, De Gaulle sait que Churchill lui ment
et que les Anglais ont l'intention ferme, contrairement à leurs engagements, de dépouiller la France de ses positions au Moyen-Orient, Liban, la Syrie, etc. Et De Gaulle, qui était dans une situation compliquée, il ne pouvait pas se fâcher avec Churchill sur ces sujets-là, donc il était obligé de faire semblant de ne rien savoir, mais pour mettre un pot de sable dans la machine britannique sans mettre en péril les grands objectifs que partageait tout le monde, c'est-à-dire de gagner la guerre, il a aidé les groupes militants juifs à rendre la vie de Britanniques en Palestine plus difficile. Et donc il y avait une collaboration entre un premier lien entre le leader sioniste et tous ceux qui allaient après 1944 diriger la France. Et ces réseaux-là étaient réactivés à partir des années 50, début des années 50, quand la France était encore dans une situation exceptionnelle, exactement comme dans la guerre, où, contrairement à la logique normale des relations extérieures de la France, il y avait un problème urgent en Algérie, et ça a permis à Mendes France et après Guy Mollet de nouer une alliance forte avec Israël, mais de courte durée, parce que les circonstances ont changé, le véritable intérêt de la France ont revenu sur le devant de la scène, et la parenthèse a été renfermée, et l'alliance française a été petit à petit rompue. Donc ça, c'est à peu près la base de l'histoire, et depuis, la France a toujours... c'est toujours la même analyse, c'est-à-dire que la France a une présence traditionnelle et importante en Afrique du Nord. La France a des relations avec les mondes arabes, avec les Libans, des rapports particuliers avec la Syrie. Et dans tout ça, Israël gêne. Et donc, il y a des relations qui sont très bonnes au niveau des renseignements, de coopération militaire, d'échange de technologies, etc. Mais sur le devant de la scène, la politique française est plutôt d'essayer de trouver un équilibre et surtout de trouver un discours équilibré entre Israël et les Palestiniens. Avec le monde arabe, le problème n'existe plus, c'est essentiellement vis-à-vis des Palestiniens. Aujourd'hui, la France fait face à un phénomène d'islamisation. Quel futur voyez-vous pour notre pays ? Je pense que nous allons gagner. C'est un bon message. Je pense qu'on va gagner, oui. Parce qu'on est... finalement, on est plus fort. Le monde arabe et les musulmans en général avaient trouvé toujours très difficile de s'unir. Je pense que l'un des secrets du succès d'Israël, c'est pas que les Juifs sont particulièrement intelligents, c'est que les Arabes sont particulièrement divisés. Et dès les années 20-30, les services très très rudimentaires de renseignement de mouvements sionistes sont arrivés à avoir des relations avec certains éléments de la société arabe et profiter des conflits entre clans, familles, tribus, classes, géographie, telle en telle ville contre telle en telle ville. Et c'est toujours vrai au sein de beaucoup de pays arabes, ce qu'on a vu en Libye, ce qu'on a vu en Syrie, ce qu'on a vu en Irak, au Yémen et dans d'autres pays, démontre que même aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ce sont des pays nationaux, dans le sens où ils sont arrivés à dépasser toutes les autres allégeances et pour créer une véritable solidarité nationale qui dépasse tous les autres intérêts. Et ce qui a empêché les mondes arabes de s'unir contre Israël, à part quelques brefs épisodes, et ce qui a permis aussi à Israël à les travailler un par un, à les séparer, et même avant les accords de paix qui étaient publiés, il y avait des bonnes relations
avec le Maroc, avec certains d'autres pays avaient toujours des canaux plus ou moins discrets. Et donc, pour revenir à la France, si on regarde, c'est toujours notre réflexe, c'était comme, je me souviens encore du temps de l'URSS, cette peur de l'armée rouge et cette peur de cette machine. On n'a pas vu les fissures. Chaque fois qu'il y avait un avion de chasse, on dit « Ah, les MiG-21, oh là 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 là, c'est la fin du monde, on n'a pas de réponse. » Ah, MiG-23, MiG-25, T-62, T-72, c'est un char invincible, etc. Après, on a vu comment ça s'écroule comme un château de cartes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on voit les musulmans en France, ce que moi je vois d'abord, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'unir. Dès qu'il y a une instance, il y a une bagarre entre pays, entre groupes, entre personnes. Donc je pense qu'ils ont des faiblesses très très importantes qui les empêchent à faire ce travail nécessaire de synthèse pour réunir leurs forces, et c'est pour cela que c'est voué à l'échec. En parallèle, vous déclariez en 2017 dans une interview pour The American Conservative que la France voit se réveiller une jeunesse catholique. Ce réveil, ce catholicisme plus audacieux et visible, cette nouvelle prise de conscience d'une France autrefois fille aînée de l'Église et protectrice de ses lieux saints, vous paraît-elle de bon augure pour les relations futures entre Israël et la nation française? En fait, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je sais pourquoi les protestants, et notamment les évangélistes, adorent Israël. C'est des raisons théologiques très profondes et grâce à la place de la Bible chez les protestants. La Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Chez les catholiques, ce n'est pas pareil. Et chez les catholiques aussi, il n'y a pas cette pluralité d'églises et des courants. Donc ça se passe autrement. Mais ce n'est pas à l'aune de cette question-là que je juge tout, et je pense que ce sera bien pour la France que des catholiques assumés jouent un rôle plus important et plus visible à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, ils sont probablement le seul groupe capable d'assurer la transmission essentielle d'un héritage que la plupart des Français, dans une manière consciente ou pas consciente, volontaire ou pas, se sont coupés. Donc il y a un patrimoine qu'il faut transmettre. Ce n'est pas une question de foi, ni une question de pratique. Je pense qu'ils sont porteurs de quelque chose et qu'ils ont un rôle de transmission. Merci. Merci pour cette interview. Merci de nous avoir accordé de votre temps, et ce n'est pas fini parce que vous êtes ici ce soir à l'ICEP pour donner une conférence sur l'histoire des alliances israéliennes. Et merci encore à vous d'être venu. Merci à vous. Merci.